pour vos questions et puis je remercie aussi les quatre panélistes de cette dernière table ronde. Sans plus attendre, je passe la parole à Louis de Redon qui va faire quelques remerciements avant d'aborder la conclusion. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation et votre attention tout au long de cette journée que je pense a été tout à fait intéressante, avec un certain nombre d'interventions ce matin et des tables rondes parfois un peu musclées mais tout à fait constructives cet après-midi. Avant de donner le micro à François-Guy Trébulle pour les conclusions, je souhaitais excuser Monsieur le ministre Philippe Martin qui est retenu ce soir et donc qui ne peut pas être là et qui m'a demandé de présenter ses excuses, et vous dire deux choses. Tout d'abord, qu'à la suite des conclusions, nous aurons une remise de diplôme des étudiants du M2 des SSAE de Paris 1 et des étudiants du master spécialisé Alizé Alimentation Santé Environnement à l'espace du Boss, donc c'est au dernier étage d'AgroParisTech, 4e étage. Vous pourrez nous suivre, il y aura la remise des diplômes, puis un cocktail. À cette occasion, les étudiants les plus méritants seront félicités avec des prix qui nous ont été offerts par LexisNexis, qui nous a accompagnés dans l'organisation de cette journée. Je tiens à prendre ces quelques instants pour les remercier. Ils nous ont offert effectivement aussi la revue Énergie, Environnement, Infrastructure, que je sais aussi chère à François Guy et à Mireille Bacache. Et remercier évidemment aussi AgroParisTech, qui nous a accueillis ici aujourd'hui dans l'amphi du Mont et qui a participé de manière substantielle à l'organisation de ce colloque. Voilà, donc sans vouloir être plus long, vous dire que le dernier partenaire de l'organisation de cette journée à côté d'AgroParisTech et LexisNexis, il s'agit bien évidemment de l'école de droit de la Sorbonne, représentée par son directeur, le professeur François-Guy Trébulle, qui va conclure cette journée et à qui je donne la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup Louis. Alors c'est pas tellement en tant que directeur de l'école de droit de la Sorbonne, c'est plus en tant que directeur, peut-être que co-directeur avec Cécile Moireau qui nous a rejoint du Master 2, que je peux effectivement essayer de me livrer à l'exercice des conclusions, qui est un exercice évidemment extrêmement difficile parce que vous avez tous assisté à l'ensemble de la journée, que vous avez tout entendu, que je ne vais rien vous apprendre et que pourtant l'exercice de la synthèse veut qu'on essaye quand même de s'y livrer. Alors je vais essayer de faire un peu vite et donc de vous faire en quelque sorte, de vous proposer un condensé sur mode très accéléré de l'ensemble de la journée pour ceux qui auraient arrêté un épisode. Non, c'est pas possible. C'était tout à fait important de souligner en tout cas, et c'est pas la synthèse, que ce colloque a été prévu, planifié à un moment où il n'était pas encore question à ce point d'une actualité en matière de pesticides, et vraiment l'histoire a donné raison. Encore que peut-être est-il trop tôt pour organiser ce colloque, puisqu'on vient d'apprendre que l'ANSES et Atmo France ont décidé de lancer en 2018 une campagne exploratoire à l'échelle nationale pour mesurer l'exposition des populations aux pesticides, leurs effets sur les écosystèmes et définir une stratégie nationale de surveillance. Le plus étonnant, c'est pas qu'on annonce une enquête de phytopharmacovigilance, c'est qu'il faille attendre 2018 probablement pour lancer effectivement cette enquête. Et il fallait que cette journée ait lieu et peut-être y en aura-t-il d'autres, devra-t-il y en avoir d'autres en tout cas. Le sujet est extrêmement actuel et alors même qu'il était à peine question ici d'annoncer cette journée, est paru un rapport dont on n'a pas parlé, auquel je vais faire quelques emprunts qui me semblent absolument essentiels, celui publié en janvier 2017 de la rapporteuse spéciale sur le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et ce rapport est extrêmement important parce qu'il y est question de pesticides. Je lis, les pesticides sont à l'origine de nombreux dommages. Les eaux de ruissellement en provenance des cultures traitées polluent régulièrement l'écosystème environnant et au-delà, ce qui aura des conséquences écologiques imprévisibles. La diminution des populations de ravageurs perturbe l'équilibre complexe entre les prédateurs et les proies dans la chaîne alimentaire, déstabilisant l'écosystème. Les pesticides peuvent également porter atteinte à la biodiversité des sols et contribuer à la fixation de l'azote. Selon les termes du rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, l'exposition aux pesticides peut avoir de graves répercussions sur l'exercice des droits de l'homme, en particulier le droit à une alimentation suffisante ainsi que le droit à la santé. Et elle continue
en évoquant le lien entre les pesticides et la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les troubles endocriniens, les troubles du développement et la stérilité, ainsi que des répercussions sur le plan neurologique comme les pertes de mémoire, un manque de coordination ainsi qu'une acuité visuelle et des habiletés motrices réduites. L'asthme, les allergies et l'hypersensibilité en sont d'autres effets possibles. J'arrête la citation ici. Il était important de l'entendre quand même, cette citation, parce qu'elle nous plonge au cœur du paradoxe, de ce paradoxe qui fait que nous avons construit un modèle de production agricole extrêmement performant, qui fait que nous sortons d'une période dans laquelle le monde n'a jamais aussi peu eu faim, pardon pour tous ceux qui pensent à tous ceux qui ont encore faim dans le monde présent, mais il n'empêche que nous avons des moyens de produire d'une manière qui est une manière qui n'a jamais existé auparavant, et cela s'est fait grâce à ce qu'Isabelle a très bien évoqué, ce modèle d'agriculture qui s'est construit après la Seconde Guerre mondiale et qui n'a pas dysfonctionné, mais qui pour autant nous plonge, et c'est ça tout le paradoxe, en présence d'enjeux qui sont des enjeux absolument vertigineux. Je ne recite pas le rapport de l'ANSES, ça mériterait bien sûr de le faire, et Madame Parisot, de ce point de vue, nous a très bien éclairé sur le travail qui a été fait et qui est fait par l'ANSES, pas simplement à l'occasion du rapport de 2016, mais bien d'une façon générale, et notamment au travers des problématiques de mise sur le marché. Beaucoup a été dit par M. Yamada ce matin sur l'expertise de 2016, sur les enjeux pour la France, sur le fait que la France est un des pays européens où il se vend le plus de pesticides, où la question sociétale est essentielle, les procès avaient déjà été évoqués, et pourtant, il a mis en évidence dans ses diapositives le déficit de données sur les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l'agriculture, y compris de celles-là qui sont pourtant celles pour lesquelles on dispose a priori du plus d'éléments. Et je dois vous avouer que j'ai été extraordinairement heureux, presque en transe, de réaliser, il m'avait envoyé le diaporama, de réaliser que ce scientifique distingué et que l'agence dans laquelle il travaille concluait à la nécessité d'un besoin de droit. Il est rare d'entendre les scientifiques reconnaître qu'ils ont besoin de quelqu'un, et plus rare encore qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de nous. Et pourtant, nous savons que nous avons besoin d'eux, ça c'est certain, je reparlerai d'humilité un petit peu plus tard. Oui, il y a certainement un besoin de droit, il y a certainement un besoin de dialogue entre ceux qui interviennent, et d'ailleurs je vous renvoie sur ce point aux 8, alors c'est beau comme de l'antique, macro-recommandations, grosse recommandation, aux 8 macro-recommandations qui se trouvent dans le rapport. Il est tout à fait déterminant d'observer qu'aucune n'est spécifiquement juridique, mais que toutes ont des enjeux pour nous, toutes ont des résonances, toutes interrogent les limites de la construction juridique présente et les nécessités de repenser ensemble ces enjeux. Cela a été dit, organiser un colloque sur les pesticides, c'est évidemment se placer dans un paradoxe d'autant plus crucial qu'on se place dans une dynamique de protection de la santé et de l'environnement, alors même que les pesticides sont cides, c'est-à-dire qu'ils tuent, alors même qu'ils ont pour raison d'être d'éradiquer les pestes, d'éradiquer la peste, d'éradiquer la vie. Et de ce point de vue, on est là confronté à une figure qui est une figure qui n'existe dans à peu près aucun autre domaine, parce que bien sûr on sait que les médicaments ont des effets secondaires, le cas des médicaments a été évoqué, mais les médicaments ne sont pas faits pour tuer. Les pesticides, oui, bien sûr il y a tout un tas de produits pour la mise sur le marché desquels on va pouvoir avoir une exigence d'innocuité, mais l'innocuité est un non-sens en matière de pesticides, car encore une fois il faut que le pesticide fasse ce qu'il a à faire. Et l'on voit donc bien que l'enjeu est un enjeu fondamental, ontologique, qui nous place dans une position qui est une position dont on sait nécessairement qu'on sortira épuisé et insatisfait, parce qu'il n'est pas possible d'avoir une chose et son contraire, qu'on ne peut pas avoir du pesticide qui ne soit pas cide, et qu'il va falloir de ce point de vue trouver d'autres éléments. Mais heureusement, du côté de la science, il y a des choses qui existent, enfin du côté de la science, pas seulement, mes grands-parents qui étaient cultivateurs prônaient l'usage de la binette, excellent exercice de formation, mais qui, comment dire, n'a pas une échelle d'application qui est peut-être suffisante pour répondre aux besoins de la consommation contemporaine. Encore qu'on puisse peut-être méditer sur la binette, je vous proposerai peut-être un jour un théorème du bon binage, encore que la permaculture nous dit qu'il vaut peut-être mieux ne même pas biner. Gaël Thévenot nous a dit qu'il y avait des enjeux tout à fait importants dans le règlement 1107-2009, évidemment, et merci de nous avoir redit que ce règlement tout de même montre bien, place bien l'ensemble du droit des produits phytosanitaires, des phytopharmaceutiques, l'ensemble de la mise sur le marché
à la lumière de cet objectif qui est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement, et de renforcer le marché intérieur aussi. Mais avant tout, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement. Et aussi, le règlement nous place, et il en a peut-être été trop peu fait état aujourd'hui, et ça n'est un reproche pour personne, mais cela est extrêmement important, et le règlement se place aussi très explicitement sous la lumière du principe de précaution. Comment, évidemment, au moment de conclure, ne pas rappeler l'importance du principe de précaution, l'importance de ce principe qui a connu ses développements les plus intéressants, précisément dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui. Les grandes décisions de la Cour de justice en matière, et du tribunal, évidemment, de l'Union européenne, en matière de principe de précaution, ont été rendues dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Tout a commencé un 11 septembre, avec, évidemment, les arrêts Pfizer, Animal Health et Alpharma, qui ont marqué très durablement ce domaine. On doit par ailleurs à Isabelle Doussant de bien nous avoir rappelé l'importance de ces orientations politiques, l'importance évidemment du fait que derrière les pesticides, il y a des enjeux qui sont des enjeux économiques, avec une arrivée de la préoccupation sanitaire qui est venue un peu plus tard. Cette idée qu'elle a défendue d'une interrogation sur le modèle d'agriculture que l'on veut est absolument essentielle au moment de réfléchir sur ces questions. Je crois que nous repartirons tous, comme elle s'apprête à le faire, en ayant sous les yeux, mais j'étais prévenu, l'image de cet agriculteur désincarné qui est chargé d'essayer de lutter contre le cocktail. 2 temps très rapides, rassurez-vous, sur l'amont et sur l'aval dans le rapport aux risques liés aux pesticides. Sur l'amont, avec l'autorisation de mise sur le marché, avec un certain nombre de questionnements. Sur l'aval, après la mise sur le marché et les enjeux que l'on va pouvoir rencontrer. Sur l'amont, tout d'abord, M. de Bailly a très bien présenté les enjeux liés notamment aux déterminants de l'exposition pour apprécier les risques éventuels. Et sa contestation, qui était tout à fait frappante, de l'équation danger fois exposition égale risque, était certainement intéressante en nous montrant en tout cas que l'équation peut être trompeuse, même si M. Durand-Réville, qui lui a utilisé l'équation dans sa diapositive, et bien sûr elle est tout à fait essentielle et pratiquée, nous a expliqué que pour lui les scénarios d'exposition pris en compte sont très exigeants, voire même maximaux, et effectivement on peine à envisager les hypothèses dans lesquelles on irait courir dans les champs juste aspergés pour se rouler dans l'herbe et écouter le vent, encore que, enfin le vent ici serait un peu humide en la matière. Cela montre en tout cas quelque chose qui est évidemment important, et c'est ressorti de beaucoup des enjeux en la matière et des débats, c'est que cette question est bien sûr prise extrêmement au sérieux. Et Gaël Thévenot nous l'a dit, le processus d'AMM, mais il suffit de regarder la réglementation en la matière, est un processus qui est extrêmement complexe à plusieurs niveaux, européen et national, et par ailleurs un processus qui est soumis à un certain nombre de révision. Il y a là quelque chose qui est tout à fait important. Elle nous a aussi invités à ne pas nous contenter du règlement chapeau, mais aussi d'aller voir les règlements d'application pour découvrir aussi ces exigences. Évidemment, une journée était trop peu pour réfléchir sur ce que sont les effets cumulés et synergiques connus. Une journée était trop peu pour se plonger dans cette réflexion, et je dois vous avouer que j'ai eu, alors que beaucoup m'avaient envoyé les documents pour me permettre de préparer cette synthèse, j'ai eu quelque chose qui s'apparentait presque à une révélation aujourd'hui, ou pas une révélation spirituelle, mais une interrogation un peu déstabilisante. Il y a ce que je savais déjà et qui continue de m'intriguer beaucoup. À propos des OGM, j'ai été et je suis toujours plongé dans un abîme de perplexité sur l'identification des personnes qui réalisent les évaluations, en comprenant le moins mal possible que finalement c'est toujours celui qui met l'OGM sur le marché qui réalise les évaluations. Et ici, l'évaluation qui est réalisée par les metteurs sur le marché, les producteurs de produits, est aussi quelque chose qui est revenu beaucoup. Mais c'est pas ça qui m'a plongé dans un abîme de perplexité, c'est un couple que j'ignorais, enfin non, je le connaissais, mais je ne l'avais pas vu comme tel suffisamment, le couple produit EPI, équipement de protection individualisé. Parce qu'en réalité, et c'est vraiment un grand mérite des différents exposés d'aujourd'hui de nous l'avoir donné à penser, surtout de ceux de ce matin, effectivement, on ne peut apprécier pleinement les raisonnements et les analyses
qu'en tenant compte de ce couple entre le produit lui-même et les équipements. Mais alors on s'interroge un peu, enfin en tout cas celui qui ne connaît pas suffisamment la question s'interroge un peu, qu'est-ce qui est réellement évalué? Dans quelle mesure est-ce que l'évaluation peut effectivement être à la fois divisée et découplée alors même qu'elle est pensée comme une unité, et une unité dont les limites sont évidentes. Cela a été dit par Catherine Laurent, il était question de, j'ai noté, situation de pratique non contrôlée, je crois que c'était l'expression, pour décrire ce que d'autres images nous ont montré d'une façon extrêmement éclairante, à savoir que, évidemment, il n'est pas toujours possible de porter les équipements et qu'il y a une marge de non-respect qui est une marge qui est connue, même si évidemment il faut envisager de lutter contre celle-ci. On a là des éléments déterminants et au-delà de l'EPI, M. Durand-Réville l'a souligné, il faut tenir compte de l'organisation du travail, d'un certain nombre de comportements. Est-ce qu'il ne faut pas mieux, peut-être, ou plus explicitement, tenir compte de ces éléments dans le cadre des processus d'évaluation des risques. Et puis, bien sûr, j'ai mentionné le principe de précaution tout à l'heure, ô combien central dans ces problématiques. Les EPI, dans ce couple, les EPI répondent certainement au principe de prévention. Ils vont permettre, du moins peut-on le penser, de prévenir les risques identifiés. Mais qu'en est-il ici du principe de précaution? Qu'en est-il ici des risques incertains? La question est probablement encore assez largement ouverte. Je passe sur beaucoup des éléments, je reviens juste, je l'ai mentionné très vite, sur quelque chose qui est revenu plusieurs fois ce matin, et notamment évoqué par M. Yamada, sur le fait que les études sur lesquelles se fondent les AMM sont, je vous le disais, générées par les fabricants de pesticides, ce qui n'est pas en soi un problème, si ce n'est peut-être l'absence de diversité, qu'elles ne sont généralement, c'est ce qu'il disait, pas publiées dans des revues scientifiques, selon une procédure effectivement scientifique, et ne sont appréciées finalement que par les agences d'évaluation. Il y a là quelque chose qui est très troublant, et vous excuserez le fonctionnaire que je suis en ces temps où la fin d'année approche et les lois budgétaires aussi, de souhaiter que peut-être un jour on se pose la question des financements de la recherche publique pour permettre à tout le moins d'ouvrir des alternatives. Nous pourrions nous entendre entre AgroParisTech et l'université pour, comment dire, essayer de construire un modèle qui ressemble à quelque chose. Monsieur Debailly aussi avait souligné cette dimension tout à fait importante. Je ne reviendrai pas, encore que par goût je pourrais être tenté de le faire, sur cet arrêt du TPIUE du 11 juillet 2007, Royaume de Suède contre Commission, que Gaël Thévenot a évoqué à propos précisément du paraquat et de la remise en cause de la solution évoquée. Tout de même, il était important que la décision soit évoquée parce qu'on est au cœur du sujet des pesticides, peut-être aussi parce que le tribunal dit des choses passionnantes, et je vous renvoie notamment au paragraphe 160 et 161 de la décision. 161, allez par gourmandise, la directive 91-414 dont il était question, interprétée en liaison avec le principe de précaution, implique que, s'agissant de la santé humaine, l'existence d'indices sérieux qui, sans écarter l'incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l'innocuité d'une substance, s'oppose en principe à l'inscription de cette substance à l'annexe 1 de la directive, etc. Il y a dans cette décision des choses tout à fait passionnantes, et merci beaucoup Gaël de nous avoir rappelé aussi le jugement du tribunal correctionnel de Foix dans l'affaire relative à la dégradation des bidons de glyphosate. Le 12 octobre 2017, le tribunal, c'est tout de même assez original, a suivi le procureur. Non, pardon, ça n'est pas original du tout. Le tribunal a suivi les militants, suivis également par le procureur, qui suggérait de poser des questions à la Cour de justice de l'Union européenne. Et ces questions sont des questions énormes par rapport à l'évaluation des risques. Oui, nous sommes à la toute fin de 2017, et oui, il est encore question de poser des questions qui sont des questions qui dérangent plus encore que le rapport de l'ANSES ne pouvait le faire, en tout cas qui font certainement écho sur les personnes qui vont réaliser l'évaluation des risques.
sur l'impartialité de l'autorisation, sur la pluralité ou l'unicité des substances en cause, sur les dispenses de certaines analyses avec des tests qualifiés de sommaires, mais c'est leur nom, c'est pas péjoratif, toujours réalisés par le pétitionnaire, ça l'est peut-être un peu plus. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas de jeter de suspicion, mais tout de même, vous m'en voudriez certainement, encore que vous avez la revue qui vous est donnée, donc vous trouverez des références au moins dans le repère. Il est difficile de ne pas se dire aujourd'hui où nous parlons de pesticides qu'il est difficile d'avoir confiance. Qu'il est difficile d'avoir confiance parce que ce que nous ne savions pas auparavant, les Monsanto Papers nous l'ont appris. Qu'il est difficile d'avoir confiance parce que Mireille Bakache évoquait l'action de groupe, mais c'est bien une action de groupe qui, aux États-Unis, a permis de mettre la main sur ces papiers et de se dire qu'après tout, oui, effectivement, les industriels sont des gens raisonnables et sérieux qui ne veulent pas le mal, mais, et je terminerai par là tout à l'heure, 5 minutes, mais le fait est qu'on va pouvoir observer qu'il y a des pratiques qui sont révélées, qui sont des pratiques qui peuvent être extrêmement troublantes. Et d'ailleurs, le tribunal, avant de poser la question préjudicielle, se réfère au Monsanto Papers et se réfère au doute précisément qu'il y a lieu peut-être d'avoir aujourd'hui. Le tribunal est sensible, car les juges le sont sensibles, à l'observation selon laquelle le dossier est préparé intégralement par le pétitionnaire et soumis à confidentialité, de sorte qu'il est impossible de challenger, c'est pas dit comme ça, mais c'est bien ce qui est évoqué, le contenu de ce dossier. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais il y a le FSA, et ça devrait suffire à nous rassurer, ça devrait suffire à nous rassurer. Effectivement, ça nous rassure presque. Le contentieux en la matière est un contentieux qui est extrêmement actuel et à nouveau, avant de finir l'année, nous devons peut-être mentionner cet arrêt de la Chambre criminelle du 4 janvier 2017 rendu à propos du gaucho. Il est important, cet arrêt de la Chambre criminelle, numéro 15 86 401 pour ceux qui voudraient vérifier, parce qu'il confirme le non-lieu rendu à propos du gaucho par la Cour d'appel. Et il est très intéressant, après avoir évoqué les Monsanto Papers, de souligner que précisément, il ne faut pas considérer que tous les comportements, même au sein d'une entreprise d'ailleurs, d'une même entreprise, sont à envisager d'une façon globale. Que nous dit la Chambre criminelle? Que formellement, Bayer, qui était la société challengée en l'occurrence, a correctement rempli ses obligations, qu'aucun élément n'accrédite l'idée que la société aurait présenté un dossier de demande d'autorisation en dissimulant ou en altérant frauduleusement des données permettant d'obtenir indûment l'autorisation de mise sur le marché. Au contraire, la Chambre criminelle, après la Cour d'appel, est sensible au fait que la société a répondu aux demandes successives de la Commission d'études de la toxicité, qu'aucune anomalie n'a été identifiée et formellement que tous ces éléments vont permettre effectivement de considérer que le dossier était satisfaisant. Par ailleurs, la Cour est sensible à l'absence d'établissement du lien de causalité entre l'utilisation du produit et la mortalité des abeilles. La Cour voit sa décision emportée par le constat qu'elle fait, selon lequel l'information était complète, il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés. Il y a là un point qui me paraît tout à fait essentiel. J'aurais voulu vous reparler aussi un peu de l'expertise, mais la table ronde est toute récente et je ne veux pas être trop long. Un mot de l'aval, ce qui dévale précisément, un mot de l'aval et bien sûr des conséquences qu'il y a une fois que le pesticide, après avoir été examiné, se trouve effectivement répandu, utilisé effectivement. La recommandation émise par l'ANSES, de ce point de vue, est extrêmement intéressante par rapport à cette phase aval, et ça avait été rappelé dans une des diapositives, au lien avec le Code du travail et son objectif qui est d'éviter les risques. Et de ce point de vue, on l'a entendu plusieurs fois, de l'ANSES, on l'a entendu de France Nature Environnement, la diminution du recours aux pesticides constitue un objectif en soi, visant à la réduction de l'exposition à ces substances des personnes travaillant dans l'agriculture. Et je gage que la prochaine analyse, celle qui sera menée en 2018, arrivera probablement au même constat à propos, cette fois-ci, des résidus. Il y a
il y a dans la phase aval bien des interrogations. On a parlé tout à l'heure de l'information, mais on devrait aussi reprendre une interrogation de M. Yamada à nouveau, qui observait que tout de même le dispositif actuel conduit à diluer les responsabilités et à reporter sur les utilisateurs finaux la charge de faire des arbitrages complexes. Il y a un glissement qui est un glissement extrêmement troublant entre une réglementation, celle du paysan éthéré, désincarné qu'évoquait Isabelle Poussant, et la réalité vécue de corps de chair qui ont chaud, qui sont déshydratés, qui doivent supporter les tuniques. Alors on a appris que c'était plus le cas, qui croustillent et qui ne croustillent plus. Il est important qu'elles ne croustillent plus, il y a des gaufrettes pour ça. Mais le fait est que derrière ces enjeux, il y a bien un constat qui est que ceux qui sont les plus exposés sont paradoxalement ceux qui voient reporter sur eux une forme de responsabilité, je serais volontiers mesuré sur le terme employé, qui en tout cas ne peut pas laisser indifférent. Derrière le droit désincarné, il y a bien une difficulté, c'est que le corps se rappelle, et en l'occurrence le corps qui se rappelle ici a toutes les chances d'être un corps souffrant. Bien sûr, il y a l'information, bien sûr, il y a le respect des conditions d'utilisation, mais ceci n'est pas nécessairement pleinement satisfaisant. L'information, cela a été dit, je n'y reviens pas, était au cœur de l'affaire Paul François, l'affaire du lasso, et il est tout de même extrêmement intéressant d'observer que l'arrêt de la chambre mixte, commenté par ailleurs par Mireille Bacage dans Meilleure Revue, que cet arrêt ne remet pas en cause la question sur le terrain de l'information, mais bien une cassation qui est intervenue pour un motif technique par rapport au droit de la responsabilité du fait des produits défectueux. Causalité, bien sûr, la causalité est un enjeu, et là je veux aussi reprendre une toute petite citation de la rapporteure spéciale sur le droit à l'alimentation. Rares, dit-elle, sont les personnes qui ne sont pas exposées aux pesticides. On peut l'être par l'alimentation, l'eau ou l'air, ou par contact direct avec les pesticides ou les résidus. Toutefois, dit-elle, étant donné que la plupart des maladies résultent de causes multiples du fait que chacun tente à être exposé chaque jour à un mélange complexe de produits chimiques, établir un rapport de causalité directe entre l'exposition aux pesticides et leurs effets peut se révéler difficile pour ce qui est d'établir les responsabilités et d'offrir aux victimes l'accès à des recours utiles. Difficile, c'est un euphémisme, en réalité, ce sera plus que difficile. Et d'ailleurs, je voudrais me faire écho du propos qui a été tenu par Maître Laforgue, évidemment à juste titre, de la possibilité d'obtenir satisfaction devant des tribunaux des affaires de la sécurité sociale quand les salariés agricoles sont effectivement atteints. C'est juste, et comment ne pas partager avec vous l'angoisse de celui qui lit l'arrêt de la mauvaise lecture de la Cour d'appel de Colmar du 9 février 2017, ça n'est pas il y a très longtemps, et qui constate que le requérant, en l'occurrence, ne démontrait pas le lien entre l'emploi de produits phytosanitaires et la maladie de Parkinson dont il est atteint, et qu'il est défaillant dans la preuve de la manipulation effective des produits incriminés. Et la Cour d'appel de Colmar dit quelque chose de très important, juridiquement difficilement discutable. La reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par le TAS ne démontre pas ce lien. Cette reconnaissance repose sur une simple présomption d'imputabilité. Les éléments sont insuffisants. Et l'on voit une pluralité de régimes qui aboutit à un résultat qui est troublant, et je m'en excuse, certainement troublant pour les non-juristes présents dans la salle. Alors, responsabilité ou pas responsabilité, un tribunal dit oui, une cour dit oui sur ce que dit le tribunal, mais non autrement, parce qu'en réalité, les régimes sont effectivement tout à fait compliqués. Il y a là un enjeu qui est un enjeu déterminant. Et Madame Le Sueur nous a bien dit, à propos du bitume, à propos de la dioxyde et de l'incinérateur de Volpénil, combien ces questions sont délicates. Alors, le dossier du chlordécone n'est pas encore refermé. On verra ce qu'il en est. On voit très bien les raisons de ces difficultés. Les voir, ça n'est pas nécessairement se résigner. Maître Laforgue invitait à réfléchir, et on comprend pourquoi, quand on connaît le cabinet dans lequel il exerce, au parallèle qu'on pourrait faire avec l'amiante. Évidemment, les parallèles sont nombreux, mais pas seulement. Je vous invite dans le numéro de la revue Énergie, Environnement, Infrastructure des éditions LexisNexis à regarder l'arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2017 relatif
à la possible injonction faite à l'État de réagir à la pollution de l'air, la carence de l'État est quelque chose qui doit être pris en considération. Je ne dis pas que l'État est défaillant en matière de pesticides, je dis juste que la question pourrait se poser. Allez, pour terminer, un florilège de questions, ce ne seront que des questions extrêmement pointillées. Le rôle de la société civile, M. Guy a évoqué le problème de la confiance publique et les errements de l'opinion publique sur certains sujets environnementaux. La société civile a un rôle absolument essentiel. Des choix sociétaux sont déterminants et se jouent en ce moment, qui auront certainement des conséquences sur notre sujet. Évidemment, les relais de la société civile, toutes ces associations que l'on a vues agir au contentieux, que l'on voit aussi agir pédagogiquement, sont des relais extrêmement importants et extrêmement efficaces. De la société civile, on peut évidemment rapprocher les voisins, et l'affaire de l'école et des écoliers, des institutrices exposés aux pesticides a été évoqué tout à l'heure, c'est tout à fait révélateur. Société civile avec l'invention de nouvelles formes, est-ce de la justice? Non, pas tout à fait, mais ça n'est pas tout à fait rien non plus, ces nouvelles formes de procédures qui ont été illustrées notamment par le tribunal international Monsanto, cité par Mireille Nakache. Le jugement de ce tribunal du 18 avril 2017 est extrêmement riche d'enseignements. De la société civile et des associations, il faut aussi évidemment associer la question des lanceurs d'alerte, sorte de parallèle entre deux colloques organisés par le PREDA à 2 ans d'intervalle dans la même salle. Oui, évidemment, cette question de l'alerte est une question centrale dans ces sujets. Le rôle des consommateurs, de ceux qui s'entendent dire que le Roundup est biodégradable, de ceux qui s'entendent dire qu'il y a peut-être des résidus de pesticides sur les raisins de table, de ceux que contestent certaines fédérations professionnelles et ceux qui finalement sont jugés comme exacts par le tribunal. Choix des consommateurs aussi, qui ne sont pas nécessairement condamnés à la passivité. Rôle des agriculteurs, bien sûr aussi, Madame Enjalbert a bien expliqué le rôle des coopératives, le rôle des agriculteurs. Rôle aussi, au-delà et très globalement, des producteurs. Et de ce point de vue, il est important d'avoir à l'esprit le Code de conduite international sur la gestion des pesticides établi par l'OMS et la FAO, qui a été actualisé en 2013 et qui propose, dans un cadre non contraignant, aux acteurs de la fabrication de pesticides de réfléchir à ces questions. Il faut aussi certainement réfléchir à ce que signifie le fait que les acteurs du secteur se dotent d'une charte mondiale Responsible Care qui promeut un certain nombre de démarches tout à fait proactives en la matière. Il faut s'interroger sur le fait que un certain nombre de ces opérateurs sont adhérents du Pacte mondial des Nations Unies. Il faut aussi relever les potentialités des principes directeurs à l'intention des multinationales par rapport à ces problématiques. Et ça nous a été rappelé à plusieurs reprises. L'UIPP travaille dans la mise en place de démarches de progrès à l'échelle des professions. Il y a là des enjeux qui sont des enjeux de droit des affaires, des enjeux de droit des sociétés. Et d'ailleurs, comment ne pas s'en émouvoir? Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des géants dans le secteur, il y a en tout cas essentiellement des géants dans le secteur. Et de ce point de vue, la dynamique est une dynamique qui devient aussi, évidemment, une dynamique de corporate. Et là, d'autres sujets émergent. D'autres sujets tels que la possible responsabilité des investisseurs, d'autres sujets tels que, évidemment, le devoir de vigilance des entreprises multinationales et cette idée, au-delà des multinationales, mais ils sont tous des multinationales, de la nécessité d'établir une cartographie des risques associés à l'activité des entreprises. Il y a, bien sûr, en agriculture, en alimentation, là, un sujet extrêmement important. Et puis, au moment de nous quitter, il faut certainement ouvrir les fenêtres, il faut certainement s'intéresser au monde, il faut certainement observer que, ça nous a été dit, l'Europe et la France sont particulièrement privilégiées. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est difficile de se satisfaire d'apprendre, par un article d'un grand quotidien qui fut du soir, qu'une substance interdite en France depuis 2001 et en Europe depuis 2004 est toujours fabriquée en France à destination d'un certain nombre de pays où elle n'est pas interdite. Et les fabricants
développement de cette substance. On beau jeu de dire que ça n'est pas illégal, puisque dans les pays destinataires, c'est légal. Et d'ailleurs, effectivement, le Conseil constitutionnel n'a rien dit d'autre quand, dans sa décision du 17 septembre 2015 à propos du bisphénol A, il nous a dit « Ah oui, législateur français, vous pouvez interdire le bisphénol A en France, mais s'il y a des pays pour lesquels c'est assez bon, vous n'allez pas interdire à vos entreprises de produire du bisphénol A, cochon pauvre, c'est quand même la moindre des choses de les laisser s'empoisonner avec ce qui n'est pas jugé assez bon pour nous. » Mon propos est volontairement caricatural, vous l'aurez bien compris, encore que, malheureusement, la caricature n'est peut-être pas du côté de mon propos, mais peut-être de la réalité des faits qui sont évoqués et qui ont manifesté beaucoup des comportements d'un certain nombre de sociétés dans les années récentes, et pas tellement des sociétés d'ici, soit dit au passage. Il y a une grande nouvelle. Il s'est passé aujourd'hui, hier et aujourd'hui, un événement important. Alors bien sûr, la préparation et la tenue de ce colloque, et puis accessoirement, les initiatives développées par le président Macron autour du financement de la lutte contre le changement climatique et ce sera le cadeau conclusif de cette belle journée, et la réaffirmation par Emmanuel Macron, qui avait porté cette idée dans la commission Attali, qu'il avait portée lorsqu'il était ministre de l'économie, dans ce qu'on a appelé la loi Macron, cette idée selon laquelle les entreprises doivent effectivement poursuivre leur intérêt social dans le respect de l'intérêt général. Alors ceux qui font comme moi du droit des sociétés le savent bien, en tout cas beaucoup comme moi en sont convaincus, enfin, peut-être pas tant que ça, mais certains en tout cas le sont. Ce qui est très intéressant à entendre, c'est que le président Macron a repris ce dossier et entend bien faire en sorte qu'effectivement on cesse de penser une opposition entre l'entreprise et la société, mais qu'on retrouve cette idée tout à fait essentielle de la license to operate, de l'idée selon laquelle les entreprises sont au service de l'intérêt général, qui englobe aussi évidemment la recherche légitime d'un profit pour leurs actionnaires. Quelque chose me dit que si ce dossier avance, si nous refaisons dans quelque temps le même colloque, peut-être que les résultats en seront différents. Pour cela, je vous donne donc rendez-vous sur une prochaine manifestation du PREDA. Je vous remercie et vous remercie de votre indulgence, j'ai sûrement été trop long.